Bonjour, je suis Éric Normand-Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires, j'ai failli m'emballer. Et nous vous présentons du coq Alan, le podcast qui lève le voile lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Oui. Et dans ce cas-ci, on était dans le tout ce qui l'entoure. Ben, dans tout ce qui l'entoure et la touche de près et la touche en son cœur. Là. Oui, parce que dans cet épisode-ci, qui est un épisode un peu différent. Un peu moins, on saute un peu moins du coq à l'âne, Éric, je pense, dans cet épisode-là. Puis, je pense qu'on a été freiné par l'importance du sujet, surtout actuellement. Là, c'est un peu ça a culminé dans la dernière année. Donc, on reçoit dans cet épisode-ci Angelo Soares. Professeur Angelo Soares. Professeur. D'origine brésilienne, qui est au Québec depuis de nombreuses années et qui a... Sociologue. Sociologue, oui. Professeur à l'UQAM, de dit professeur, mais donc à l'UQAM. Oui, à l'UQAM, c'est quoi déjà son département, mon Dieu? Sociologie du travail. Sociologie du travail, qui a participé à une vaste étude, Éric, un peu sur la santé mentale des médecins vétérinaires au Québec. Là. Exactement. En fait, c'est une étude de l'OMVQ, de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. Commandité par l'OMVQ. Dont le point de départ était l'enjeu de la pénurie et de la rétention. Puis un des enjeux majeurs qui avait été identifié, c'était tout ce qui tournait autour de la santé mentale. Mais je pense que le titre, juste pour le dire, c'était « Les mondes et les vies des médecins vétérinaires du Québec ». Et c'est un épisode très intéressant. Le professeur Soares parle... évidemment, c'était plus difficile de passer du coq à l'âne puis de faire des niaiseries parce que le sujet s'y prêtait pas. Donc, dans le sens où c'est un sujet sérieux, puis on espère que vous allez en apprendre un peu beaucoup. On sait que vous allez en apprendre sur les résultats de cette étude. Il ne nous donne pas tous les détails parce qu'il est encore en analyse de données. C'est encore en cours, entre autres dans toute la partie solution, puis la partie... qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les constats? Ça, c'est encore d'ailleurs, même en ce moment. Mais c'est pour permettre d'aller un peu plus loin dans cette étude-là qui a été donc présentée au Congrès puis qui va aussi faire l'objet d'une publication. Probablement en 2023 ou peut-être, en tout cas, puis pour le besoin de la cause, même si on veut toujours rester intemporel, l'épisode a été enregistré au début novembre 2022, une semaine ou deux après sa présentation au Congrès de l'OMVQ à Saint-Hyacinthe. Mais ça ne nous a pas empêché d'être nous-mêmes parce que dans cet épisode, on a encore le plaisir d'avoir comme partenaire Purina, Nestlé Espace Purina. Qu'on remercie du fond du cœur, Nestlé Purina, que d'ailleurs, je peux mentionner que quand j'étais étudiant, Éric, j'ai été le premier représentant étudiant pour Purina. Parce que dans ce temps-là, il y en avait pour les autres compagnies de bouffe dans chaque promotion. Puis moi, j'étais allé voir directement, jadis, Lise Roussel, qui j'y avais dit, pourquoi vous n'avez pas? Puis j'étais devenu, par la force des choses, pas par la force des choses, par le... Je pense parce que tu t'étais imposé. Exactement. Puis, donc... Fait que toi, t'étais le genre à aller en avant de la classe, dire j'aurais un message, puis là, faire un message pour une activité de Purina. J'avais fait ça. On avait sponsorisé des présentations, des conférences aux étudiants aussi, Purina. Puis moi, je m'étais arrangé pour trouver les conférences et tout ça. Donc, ça avait été un parcours intéressant. Tu as déjà mangé genre de la pizza grâce à toi un midi dans le 1134? Possiblement. Puis d'ailleurs, dans cet épisode-là, on mange des croquettes... pas des croquettes, des gâteries pour chiens, qui ont un bon petit goût sucré, là, quand même, je vous dirais. Avec un timing absolument incroyable. En fait, on a fait bière et croquettes. Hein. On a fait un petit... ce qui a un peu déstabilisé notre invité. Mais c'est quand même quelqu'un qui était capable de revenir tout de suite sur le sujet. C'est parce qu'on se sentait assez fort. On a tellement progressé dans notre qualité de dégustateur de bière que là, on voulait monter le niveau en pairant ça avec un accord 20 mai. Ou bière croquette. Je sais pas. Mais donc, pour revenir à donc, on remercie infiniment Purina qui rend tout ça possible. On remercie toujours, comme d'habitude, Machine 4771 et ses fabuleux studios. Parce que d'ailleurs, c'est le premier épisode dans les studios revampés de Machine 4771. Tu fais bien de le dire parce que... Ils ont mis beaucoup de sous, ils ont mis beaucoup de temps et d'efforts. Dan, qu'on salue à la console, a travaillé très fort tout l'été Et le résultat est probant. D'ailleurs, dans les 5 premières minutes, le microphone tombe. On voit que le tape était pas assez serré. On rit, c'est de bon cœur. C'est comme on dit, on châtie bien qui aime bien ou vice-versa. Qui aime bien, châtie bien. Moi, je sais, c'était vice-versa finalement.
Donc, merci encore beaucoup à Nestlé Purina. Merci beaucoup à Angelo Soares d'avoir accepté de participer à une entrevue qui, je crois, il a trouvé un peu trop déjantée. Alors que c'était la version la plus soft de nous. Oui, c'est ça. Je pense qu'il a peut-être pas écouté les autres, puis il est mieux de pas le faire. Mais donc, on va parler de ça, de la charge émotionnelle du médecin vétérinaire, les insécurités qu'on vit, les différences entre les domaines de pratique, les erreurs d'aller en medvet parce qu'on veut pas traiter les humains. Il parle de toutes ces choses-là. Puis il y a des constats surprenants qui entre autres, certains domaines qu'on pensait traditionnellement être des refuges pour les gens qui voulaient quitter la pratique, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de stress. Il n'y a pas moins de stress. Mais le stress est différent. Puis évidemment, lui, un de ses points souvent qu'il met, c'est qu'on ne veut pas améliorer nécessairement juste le salaire, mais améliorer les conditions de travail. C'est ça que les gens veulent maintenant. En fait, le salaire vient beaucoup plus bas dans la liste des choses importantes. Oui, exact. Excellent. Donc, un autre excellent épisode grâce à notre invité, évidemment, et à la qualité du son en studio et à notre commanditaire Nestlé Purina, que nous remercions encore. Donc, il me reste juste à vous dire, bonne écoute. Cocorico. Go! Moi, je me suis dit que je vais mettre ce t-shirt-là. C'est tout thématique, là. Je vais aller tasser ça, Dan. Ça. Avec ton sac du 125e de Medvet, là. Ah ouais. C'est vieux. Pas tant que ça. Es-tu prêt à t'asseoir? Yes. Il y a Xavier qui va me donner un coup de main. Parfait. Salut Xavier. Lui, c'est l'âne. Ouais, c'est ça. C'est lui l'âne. Quand il parle. En fait, son nom, c'est Eric. C'est surtout quand il parle que ça paraît. Bon, moi, je vais aller changer de t-shirt parce que pour parler de la santé mentale, je me suis dit pourquoi pas. Hakuna Matata. Là, il est plié. Ouais. Mais là, t'es-tu rendu que t'as des bas? Oui, les chaussettes. Je voulais parler des chaussettes. C'est vrai que. En tout cas, il y a une raison. Là. C'est parce que on va parler du fait que. Il y a des affaires que je corrige. On verra, là. On verra. J'en parlerai peut-être pas, là. Je vais juste changer de chaussettes. Non, c'est thématique, ça va voir. Tu prendras pas de. C'est correct si on te tutoie. C'est correct si on se tutoie, nous on a. Absolument, je me sens beaucoup. Dès le début, ou est-ce que tu préfères qu'on vous voit une fois puis que vous nous corrigiez? Non, ce n'est pas nécessaire. OK. Puis, parce qu'on n'est pas Radio-Canada. Non. Vraiment pas. Non, c'est quand même softé avec le temps, oui, mais... Eric, toi, préfères-tu alors une gauze vissale, une petite morale ou une poule mouillée? Attends, réfléchissons aux trois. C'est que ça, c'est les trois d'aujourd'hui? Ben oui, est-ce qu'il peut y avoir une morale à l'étude? Parce que c'est clairement pas, c'est pas la grosse vissale, en tout cas. Non, grosse vissale, je pense que ça pourrait être ça, mais ça serait en tout cas, ça pourrait en tout cas. Mais moi, la petite morale? Petite morale. Bon, la petite morale de l'histoire, c'est que... Ben, il va en avoir une morale, il va falloir en faire une. Ça, c'est Hakuna Matata, tu sais ce que ça veut dire, en principe, la vraie phrase. OK. C'est pas... Ça veut dire il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça, c'est tout va bien, en fait. Ouais, c'est que... Mais, il n'y a... Ouais, c'est ça. Moi, ça signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. C'est ça qu'ils disent dans la chanson du film. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, en soi il lit. Mais c'est pas vraiment ça la vraie phrase. Ils l'ont modifié dans une chanson, pas dans celle du Roi Lion ou dans une autre. Fait que je me suis dit, c'est quand même un t-shirt qui va bien aller avec le fait qu'il y a un problème. Là, mais après ça, on trouvera une morale. Bon, d'habitude, on rit tout ça, puis je vais peut-être faire une intro qui est un peu... c'est toi qui fais l'intro? Non. Dans ma partie... Ben non, on fait l'intro à deux. Je veux dire, on va présenter Angelo tout de suite. Et après, je vais faire un genre d'intro qui fait un retour sur... Puis parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis là, il faut aussi espacer ce qu'on va se dire au début de cet épisode-là, de l'autre, puis du suivant. Là. Pas faire comme d'habitude de tout donner dans le premier, puis il ne reste plus rien à dire pour les deux autres. Puis parce qu'on essaie d'être drôle puis d'être léger. Et c'est sûr que le sujet se prête moins à ça aujourd'hui un peu. Mais en même temps, je suis à moitié d'accord dans le sens où... je suis à moitié d'accord. Je sais que t'aimes pas ça quand je dis ça. Je suis d'accord, mais il y a moyen quand même de voir le côté positif, puis d'après ça, pas de rire du problème, mais...
60 minutes, c'est bon. Ben, je pense pas. C'est plus gros qu'avant, c'est ça que tu veux dire? Ben, il y en a un. Mais toi, tu l'as mis quand même. Excellent. Tu l'as mis dans son champ de vision, pas dans le mien. Ouais, parce que toi, ça risque de. Même si c'est marqué 0. Non, c'est vrai, je t'ai rajouté de dire ça. Dans l'épisode. Ouais. Non, je voulais pas parler trop vite. Ouais, c'est J'avais ça. un peu peur. C'était retenu. Hey! Éric! Louis-Philippe, comment vas-tu? Comment va-nous? Talons-nous? Oui, ben écoute, Éric, juste avant qu'on parle de nous, on va tout de suite enlever, parce que moi, je regardais notre invité. le visage de notre invité durant le jingle. Puis je suis pas convaincu. Est-ce que j'ai fait une erreur? Oui, je voyais son visage qui disait pourquoi suis-je ici? Bon, Éric, je te laisse le présenter. Donc, là, j'espère que je vais bien le dire. Donc, Angelo Dos Santos Soares, est-ce que c'est, mettons, à l'accent québécois, là, c'est tout croche. C'est très bien. Ouais. c'est raisonnable. Donc, sociologue du travail qu'on a invité pour cet épisode, pour parler de... Là, je te regarde parce que chaque fois que je suis intemporel, mais... Oui, intemporel. Une importante étude qui a été faite sur l'état de la profession, on peut dire ça comme ça. Donc, on va parler dans cet épisode-ci de ça, mais avant, on va prendre un peu de nos nouvelles parce que ça fait très longtemps qu'on s'est premièrement, pas vu. merci d'être là, Merci Éric. à vous. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. On s'est rencontrés donc pour ne pas être intemporel parce qu'on enregistre ceci au début du mois de novembre 2022. Puis vous avez présenté la semaine où on va se tutoyer, c'est correct. Tutoyer. Ouais. Tutoyer. Alors, on s'est rencontrés la semaine dernière au congrès de l'Ordre des médecins vétérinaires au CVQ du Québec, le CVQ qui était en présentiel, où tu as donc présenté une partie des données qui ont été recueillies. Puis on a eu l'idée d'essayer d'apporter ça dans notre émission pour pouvoir en parler plus librement, parce qu'il n'y a pas le contexte où on a Non, mais parce que c'est un sujet important aussi. Je veux dire, ça fait... Pendant toute la pandémie, ça a été vraiment un enjeu où... Et ça l'est encore. Ouais. Ça l'est encore, mais je veux dire, on a vraiment beaucoup parlé de ça. Puis là, d'avoir une... Moi, ce que j'ai aimé, c'est d'avoir un regard extérieur. Tu sais, on s'en parle entre nous, mais d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, qui fait un état de situation... Puis qui est capable... Moi, je me suis une couple de choses qui ont été qui sortaient de façon claire, puis je me disais, c'est le fun que quelqu'un d'autre ose le dire, parce que nous, il y a des non-dits qui sortent peut-être pas toujours aussi clairement. En tout cas, bref. Donc, ça prend un regard extérieur. Exactement. Donc ça va être très intéressant. Et Éric, oui, je voulais, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu devant un microphone. Excessivement longtemps. Et j'irais même jusqu'à dire 5 mois si je ne me retenais pas. Si tu voulais rester intemporel, tu ne le dirais pas. Ce faisant, il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies respectives. Donc, mon fils a doublé d'âge, vu qu'il a 10 mois maintenant, puis ça fait 5 mois qu'on ne s'est pas vu. C'est pas mal la seule personne dans mon entourage à qui c'est arrivé, là. Dans mon entourage proche, en tout cas. De doubler d'âge? De doubler d'âge, oui, comme ça, soudainement. Comment va ton diagnostic de TDAH? Ça, j'espérais qu'on n'en reparle pas. J'espérais qu'on n'en reparle pas. Parce que, écoute, je suis passé à travers ouais, c'est ça. On est obligé de parler? Non, non, mais j'ai aucun... Je te sens fragile. Non, je ne suis pas fragile. C'est que je suis passé à travers tout ce processus pour finalement me faire dire que je ne suis pas TDA. Puis t'as jamais vu un gars déçu comme ça où elle me dit, donc vous êtes pas TDA. Parce que oui, elle a un petit accent comme ça. Puis je dis, non, je le suis. Puis il faut que tu prescrives quelque chose là, pour que je sois plus organisé. Puis elle dit, non, vous êtes HPI. Puis là, je dis, HPI? Ouais. On en parlera, justement, on n'en parlera pas. Ça, c'est un acronyme pour maître procrastinateur. Non, ça veut dire j'ai du potentiel, mais je ne l'utilise pas adéquatement. Là. Mais on en reparlera peut-être une autre fois. OK, parce que je ne voulais pas faire ça à propos de moi. On a un invité. Mais si on veut parler un petit peu de ce qui m'est arrivé dans les derniers mois, eh bien, les gars, excusez-moi. On arrête à cause... Oui, parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le micro, honnêtement. Je ne sais pas. Hein? Est-ce que tu as quand même enregistré le début, puis on va repartir de... On va recommencer ta question. Là. Désolé. Quelle question? Tu as posé une question? Tu t'en allais dire quelque chose. Là. J'attendais que...
son, le son a comme changé. Ouais, on entend. Bon. On est triphonique. Ton bras canadien va tenir le coup cette fois-là, Daniel. Ça devrait, c'est même tapé, cette histoire-là, pour pas que ça bouge. Ouais, c'est ça. Le tape noir, je suis pas sûr qu'il fait partie de la petite notice, là. Ben, c'est une sécurité. Il manque juste de la broche. Regarde-moi donc, LP. C'est le même tape qu'on utilise pour toute la structure en haut. Ouais, c'est ça. La structure qui pèse 4 tonnes. On l'a mis en crise. Inquiétez-vous pas, on a mis 3-4 rouleaux. Puis je vois que le temps est encore à 60 minutes, c'est normal. Ouais, ben c'est du temps gratis. Je suis content de savoir ça. On repart à où, là? Ben là, on repart il nous est arrivé une petite avarie. Attendez, là. On enregistre, là? Oui, on enregistre. OK. Ben, oui, vas-y, Eric. non, mais j'en profite pour remarquer qu'on est dans des nouveaux studios. Oui, parce que Machine 4771 A fait peau neuve. un facelift estival Absolument. en 2022. Et on vient de se rendre compte que tout n'est pas parfait, technologiquement encore, mais ça va venir, on y arrive. Mais c'est ça c'est les aléas de la vie. Ben oui, c'est du petit peaufinage. Ben c'est ça, c'est du direct différé. Mais j'imagine qu'on a déjà enregistré le bout où est-ce qu'on disait qu'on va tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais j'avais le petit fait que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et on aime parler de certaines choses qui nous sont arrivées. Exact. Et moi, je disais que ma conjointe, que je salue et adore, Anne-Sophie, est française d'origine. Puis on est allé visiter la famille cet été, Eric. Et on s'est promené un peu en France. Après ça, on a fait un petit bout en Belgique parce que sa mère et son frère sont là-bas. Mais pendant qu'on était en France, j'ai rencontré son cousin avec qui elle a grandi et qui, lui, a écouté certains de nos épisodes. Et je salue, un auditeur? Oui, alors je salue Clément de Bobigny, qui est le cousin de ma conjointe, et qui a écouté, par exemple, le pilote et qui dit « J'ai tenté de tout comprendre ce que vous disiez », parce que c'est vrai qu'on utilise un Québécois qui est parfois assez québécois. C'est moins travaillé. Et qui habite donc tout près de Paris et qui a écouté certains de nos épisodes. Et il m'a fait part de... Il veut premièrement faire partie de notre éventuel international des procrastinateurs francophones. Parfait. Quand on partira ça. Mais on a mis ça sur la glace, cette association. Puis il m'a corrigé. Dans le pilote, je mentionnais une phrase que je disais que c'était l'ancien président français Giscard d'Estaing qui avait dit « Vous avez le choix de la question, j'ai le choix de la réponse » quand il répondait à un journaliste. Oui. Alors que c'est, en fait, Georges Marchais, qui était secrétaire national du Parti communiste français dans les années 70, qui aurait dit cette phrase-là. Donc, merci à Clément pour le corrigendum qui arrive ça fait mal, ça. Une année après la diffusion de l'épisode. Mais il m'a aussi appris, parce que, tu sais, dans l'épisode avec Sophie Lénelli, on parlait, puis c'est un épisode d'ailleurs qui touche à la limite beaucoup ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est-à-dire l'importance de continuer à avoir des hobbies en dehors de la médecine vétérinaire, de ne pas que faire de la médecine vétérinaire. Mais dans cet épisode-là, on parlait aussi, en fait, je parlais, parce que j'avais apporté cette information-là, du champ gauche complètement. Pas des wallabies? Des wallabies qui étaient libres dans le parc de Rambouillet, là, au sud-ouest de Paris, puis qui se sont reproduits, puis qui se sont adaptés au climat français. Puis maintenant, il y a une population sauvage, entre guillemets, de wallabies. Mais il m'a dit, ah oui, ben il y a aussi une population sauvage autour de Paris de perruches à collier. Puis des perruches à collier, il y en a, on estime entre 10 000 et 20 000. Puis là, il me dit ça, puis j'étais chez lui sur le balcon, puis on entend ça jase fort, ces animaux-là. Puis il y en a, puis bon, notre invité vient du Brésil, alors la perruche à collier, je sais pas c'est quoi ça vient pas d'Amérique du Sud, j'imagine que oui. Là, tu me regardes comme je suis un spécialiste des oiseaux, mais... Tu travailles avec plus d'animaux exotiques et à plumes que moi, là, oui. En travaillant. Mais tu sais qu'il y en a beaucoup des espèces d'oiseaux. Oui, mais il reste que c'est un oiseau, c'est un genre de petit perroquet vert, là, avec un collier, comme son nom l'indique. Et rouge. C'est ceux qui ont... Je sais pas si le collier varie. C'est une petite ligne qui est autour du cou, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, ça serait arrivé après des militants écologistes, ou en tout cas des militants écolos qui auraient libéré des perruches à collier de l'aéroport d'Orly dans les années 70,
Puis ces oiseaux-là, il y en avait une quinzaine, se sont sauvés, puis se sont reproduits, se sont adaptés. Ah oui, ils se sont adaptés à Paris. Donc, il y en a maintenant de 10 à 20 000, mais les experts disent que malgré le fait que leur cri est fatigant, puis qu'ils peuvent aussi compétitionner avec certaines autres espèces d'oiseaux, dont le pigeon. Je pense que la plupart des gens s'en foutent un peu, là, mais malheureusement pour le pigeon. Mais il reste qu'il est considéré en ce moment qu'elles ont un effet négatif qui est indémontrable. Donc, ça n'aurait pas un effet négatif, mais ça rajoute de la couleur dans le ciel de Paris. Donc, je remercie Clément, le cousin de ma compagne, pour m'apporter de l'information comme ça, me corriger, parce que Dieu sait que j'aime bien me faire corriger. En tout cas, les quelques fois où je dis des erreurs. Dit le gars qui me dit que j'ai toujours raison, mais bon. J'ai jamais dit que j'avais toujours raison. Mais c'est ça. En fait, c'est plutôt de souligner qu'on aime bien quand les auditeurs nous apportent de l'eau au moulin. Oui. Exactement, c'est ça. Puis on les outre-mer en plus dans ce cas-là. On les invite à le faire. Moi, je ne veux pas trop rester longtemps dans ces anecdotes-là, mais est-ce que toi, tu voulais dire quelque chose avant qu'on parte? Non, moi, j'introduirais tout de suite notre invité. Vas-y. Donc, sociologue du travail, je le disais dans l'introduction. Merci là, de venir parler avec nous aujourd'hui. PhD à l'Université Laval. Oui. Postdoc à l'UQAM. Oui. Où tu es resté comme professeur, là, ça fait déjà plus de 30 ans, professeur à l'UQAM, maintenant professeur titulaire au département d'organisation et des ressources humaines. Plus de 30 ans, mais... à l'UQAM, c'est 20 ans. OK. Mais ça fait 30 ans que j'enseigne. OK. Ouais. Puis juste avant de sauter tout de suite dans ça, entre le Brésil et le Québec, qu'est-ce qui a fait qu'on... J'allais parler le On-Royal. Qu'est-ce qui fait qu'on est parti du Brésil? Le On-Royal. Je sais pas. Que tu as quitté le Brésil pour venir au Québec. Quel a été l'attrait initial pour le Québec? C'était un peu l'hasard. Je suis venu pour faire mon doctorat. OK. Parce que j'ai connu mon directeur de thèse. À l'époque, on a beaucoup échangé des lettres. Ouais. C'est une autre époque. Oui, quand j'ai fait ma maîtrise, il travaillait sur le même sujet que moi. OK. Donc, on a beaucoup échangé. Et là, je suis venu ici pour une conférence en 89. Je l'ai rencontré. Et on travaillait encore une autre fois, sans le savoir, sur le même sujet. Donc, je lui ai posé la question s'il accepterait un étudiant de doctorat. Mm-hmm. Et bon, c'est comme ça que ça a commencé. Là. Excellent. Donc, spécialité, je les ai notées parce que, un peu pour comprendre aussi là, le contexte de cette étude-là. Donc, tes champs d'expertise, c'est le harcèlement psychologique au travail, les émotions, la santé mentale au travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel, donc le burn-out, le stress, puis le travail et la santé des femmes. Donc, quand même une expertise là, qui touche assez large sur les... Puis qui touche beaucoup notre profession. Puis, exactement, qui est en lien direct avec ce que nous, on vit. Et donc, on l'a dit en introduction, il y a eu, il y a pas longtemps, présentation des résultats, on va dire préliminaires, d'une vaste étude qui s'intitulait « Les mondes et les vies des médecins vétérinaires du Québec ». Au pluriel, oui. Oui, exactement, au pluriel. Et donc, qui était une étude, d'abord qui a commencé avec une étude qualitative avec des entrevues. Ensuite de ça, qui est un questionnaire là, qui a été envoyé à l'ensemble des membres de l'ordre, donc avec tous les domaines de pratique. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené donc à travailler en médecine vétérinaire? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette espèce de convergence d'opportunités? Toujours aussi Lazare. Un jour, j'ai ouvert mon courriel et il y avait un email de l'Institut Santé et Société de l'UQAM, dont je fais partie, qui disait il y a l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec qui aimerait avoir une expertise à propos de la rétention et de la pénurie de la main-d'œuvre. Mm-hmm. Et moi, je dis, c'est assez intéressant, oui, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, j'ai regardé vite qu'est-ce qu'on avait à propos des médecins vétérinaires. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup. Mm-hmm. Donc, j'ai répondu tout de suite en disant, oui, je serais intéressé. Est-ce que vous voulez travailler avec moi? Et c'est comme ça qu'Alix de l'Ordre, on a commencé à échanger. Et, c'est là que moi, j'ai proposé l'étude telle qu'elle nous avons faite. Donc, les questions n'étaient pas déjà faites. Vous avez travaillé à monter le questionnaire ou J'ai commencé avec les entrevues. J'ai entendu différentes
médecins vétérinaires, hommes-femmes, dans différentes sphères. Dans les secteurs d'activité différents pour comprendre au départ que c'est plusieurs professions dans une profession et comment je pourrais penser à voir ces problèmes que j'entendais transférés ou traduits dans un questionnaire qui après a été envoyé à tout le monde. OK. Puis c'était pas votre première interaction avec une profession, disons, au Québec, là, pour évaluer certains... Parce que j'ai vu, entre autres, dans votre CV, là, qu'il y a eu des choses... vous avez publié quelques articles sur le harcèlement psychologique au travail pour les ingénieurs, tout ça, d'Hydro-Québec spécifiquement, là, il y a quelques années. Là. Oui, il y a des professionnels en santé, des professionnels en éducation, des ingénieurs, mais il y en a absolument beaucoup de différents types de métiers que j'ai étudiés depuis toutes ces années-là. Ça ne me rajeunit pas, par exemple. Mais donc, moi, la première question que j'ai le goût de demander, puis ça est un peu piège, là, mais c'est est-ce que la profession vétérinaire va mal? Est-ce que... Parce que le point de départ de ça, c'était l'étude maison que l'Ordre avait fait. Où... parce que, tu sais, ça fait longtemps qu'on se dit... Quand je regarde les gens de ma promo, comment ils ont évolué, la question de la rétention dans la profession, ça fait longtemps on se pose la question, personne ne l'avait vraiment étudié. Puis la mini-étude que l'Ordre a faite, c'était plus de 50% des vétérinaires qui songeaient à réorienter leur carrière. Donc, soit à changer de domaine de pratique ou à carrément quitter la profession, ce qui est deux choses différentes. On va y revenir à ça. Mais et c'est ça qui a été le point de départ, de dire, OK, il faut aller plus loin, il faut raffiner l'analyse. Mais donc, est-ce que la profession, quand on regarde un peu l'ensemble, parce que le monde du travail est complexe aujourd'hui, donc est-ce que vraiment la profession vétérinaire se distingue des autres professions comme une profession qui va mal? On essaie toujours de voir quels étaient les pires et de comparer les souffrances entre les gens. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer. La souffrance d'une seule personne est déjà beaucoup plus importante que la souffrance de tout le monde ensemble. Disons que les gens souffrent au travail et ça, c'est pas souhaitable, ce n'est pas normal de souffrir au travail. Il y a toujours un peu de souffrance. On ne peut pas tout avoir juste du plaisir au travail. Mais les problèmes, c'est quand le travail déstructure la vie des gens. Et ça, ce n'est pas nécessairement bien. Ce n'est pas aussi souhaitable parce que le travail aussi a une force très importante dans les structurations de la vie des personnes. Donc, il faut travailler, agir, gérer les gens pour que le travail soit une source d'épanouissement, une source de structuration dans la vie de la personne, en essayant de minimiser le plus possible la souffrance. Donc, les ingrédients de la souffrance, elle est différente. Malgré qu'aujourd'hui, à cause du contexte qu'on vit, c'est toujours une question de contexte. Ça, c'est un point très important. Les gens comprennent que ce n'est pas individuel, le problème. Le problème, c'est les contextes où les gens sont. Et dans ce moment, dans l'histoire, dans la société et dans les organisations au Québec, il y a des variables qui sont communes, comme par exemple une grande surcharge de travail. Donc, on peut avoir des choses, des raisons communes pour les mal-être qu'on peut avoir dans une profession, mais dire lesquelles qu'elle est pire pour avoir les trophées de dire je suis le gagnant dans la souffrance. Ça, ce n'est pas vraiment... Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire ou l'état de santé de notre profession en ce moment, mais la question que moi je me pose quand j'entends tout ça aussi, c'est que vous avez travaillé avec beaucoup d'autres professions. Est-ce que vous trouvez que la personne type qui va devenir vétérinaire est différente
diffère d'autres professions? La réponse est sûrement oui, dans le sens où c'est reconnu que pour les gens qui veulent aller en médecine vétérinaire, souvent, c'est des gens qui font preuve de beaucoup d'empathie. Peut-être pas les radiologistes, là, mais qui non, je t'ai dit, il faut mettre une photo des patients à côté de notre écran. Mais qui font preuve de beaucoup d'empathie, puis qui vont s'investir beaucoup. C'est pas une profession où, je sais pas, je comparerais pas avec les ingénieurs. Moi, je viens d'une famille où il y a 2 ingénieurs. C'est quand même très différent comme type de façon de penser, puis de procéder, puis... est-ce que ça peut jouer un rôle dans l'état aussi de la profession avec la surcharge de travail et tout ce qui est ajouté? La réponse que je peux vous dire, c'est que c'est non. Ça, c'était une idée qu'on avait au début des années 70, quand Christina Maslach disait que, par exemple, le burn-out était une question de personnalité, et que, les gens qui avaient les professions dans les soins, de prendre soin, les care, avaient plus de burn-out que les autres. Bon. Mais en 97, elle a fait un mea culpa. Dans son livre « La vérité à propos du burn-out », elle a fait un mea culpa, elle écrit, elle dit « Je l'ai dit dans le passé, mais c'est pas vrai aujourd'hui. C'est des questions organisationnelles qui sont responsables et à la base du burn-out. » Donc, bien sûr que c'est différent. Par exemple, un ingénieur, il a devant lui la plupart du temps un ordinateur avec un crayon et des dessins. Ça, c'est une réalité. Les gens qui vont, par exemple, dans la médecine vétérinaire ou en médecine, ils sont devant eux les gens qui sont dans une certaine détresse, des gens en partant parce que leurs animaux sont malades. Il y a un problème. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est un point très important parce que pour les vétérinaires, pour les médecins vétérinaires, il a vu cette maladie, ces problèmes 1 million de fois dans leur carrière. Mais pour la personne qui les vit, c'est la première fois. Et je ne comprends pas. Et j'ai peur que mon animal meure. Donc, ils vont agir et parfois, ils ne comprennent pas que peut-être les médecins vétérinaires n'est pas si touché que ça, mais parce que dans son expertise, il a déjà vu, il sait que ce n'est pas grave et qu'il va être capable d'avoir une intervention et de régler les problèmes de cet animal. Donc, c'est une différence importante. Il faut toujours voir les contextes où les personnes sont placées et les interactions qu'ils peuvent en avoir. Parce que, par exemple, avec un ingénieur, on ne va pas avoir la charge émotionnelle du travail. Donc, on va avoir d'autres choses, mais pas la charge émotionnelle, elle est très faible. Par contre, avec un médecin vétérinaire, avec un médecin, avec les professeurs en éducation, les enseignants, ils vont en avoir cette charge émotionnelle. C'est-à-dire que je dois maîtriser mes émotions. Je peux peut-être ne pas être bien, mais quand je suis dans cette interaction et que la personne est violente, abusive, qu'ils peuvent en avoir toutes sortes de difficultés en face d'autrui, il gère ses émotions pour être capable d'accomplir ce travail. Donc, parfois, je suis souriant, mais j'ai mal, je suis fatigué. J'ai en plein milieu de la nuit, j'ai eu un appel pour aller voir un animal qui était malade. Le lendemain, je rentre travailler. Je suis fatigué, mais je dois continuer à être souriant, gentil. Donc, c'est transparent pour les clients, OK? Mais parce que cette charge émotionnelle a été bien accomplie. Ouais. Mais c'est intéressant parce que de constater que c'est un défi de structure et d'organisation du travail, ça c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, moi j'ai été étonné quand on regardait les variables, par exemple, différence hommes-femmes, type de pratique, si les personnes immigrantes ou pas, tout ça, il y a peu de variations. Par contre, ce qui pour la plupart des paramètres, ce qui est assez similaire, c'est qu'il y a une courbe en fonction, qui est assez similaire en fonction de l'âge ou du nombre d'années en pratique. Donc, qu'est-ce qui explique cette différence-là si on travaille globalement dans les mêmes types d'organisations, dans le même type de pratique? Qu'est-ce qui explique à ce moment-là qu'il y ait
une espèce de cloche, là. Ce n'est pas une distribution qui est linéaire entre les âges. Bon, on peut en avoir, ce n'est pas juste, ça c'est un autre point important, il n'y a pas juste une cause et effet, c'est multicausal. Donc, il y a plusieurs causes qui peuvent rentrer pour donner ce portrait. Donc, on peut penser qu'il y a une question de développement des compétences. Donc, avec l'âge, avec les temps, mon ancienneté, je vois plusieurs différents types de cas et j'apprends à bien gérer. L'expérience. À bien, et c'est autant technique qui va aussi augmenter avec le temps, mais aussi émotionnel, cognitif. Donc, il y a plusieurs dimensions du travail qui vont évoluer avec l'âge. L'expérience et l'âge. Ouais. Mais il peut aussi en avoir, par exemple, les gens qui vont... avec l'âge, peut-être que moi, je commence à réduire mes heures de travail. Ouais. Okay? On peut donc penser que, bon, écoute... La charge de travail est moins élevée. Donc, j'abaisse les... Est-ce que aussi, il y en a qui deviennent peut-être propriétaires, ou qui s'associent, puis qui deviennent... Donc, ils ont une charge administrative, puis peut-être il y a moins le côté clinique. Puis moi, je voyais en quelque part caché là-dedans peut-être le lâcher-prise, qu'avec l'âge, on apprend des fois à lâcher prise, puis certaines situations qui pourraient être pesantes, puis je vois des jeunes vétérinaires parfois qui... Une situation se présente, puis loin d'être meilleur qu'elle ou lui, mais je me dis, ben moi, ma réaction face à ça serait... Il faut lâcher prise, puis essayer de me coucher le soir sans penser à ça. J'ai une certaine facilité à faire ça que j'avais peut-être pas quand j'étais un jeune vétérinaire, en tout cas. C'est aussi une question de insécurité. Donc, quand je suis un jeune vétérinaire ou un jeune dans n'importe quelle profession, j'ai une plus grande insécurité. J'ai une plus grande insécurité dans l'emploi parce qu'il y a une plus grande précarisation. Donc, je ne sais pas si mon contrat, comment est-ce que je vais être, est-ce que je vais rester ici ou non? Est-ce que les gens vont... il y a beaucoup de compétition. Est-ce que je serai capable de faire ce travail-là? Donc, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup parfois, les gens se mettent en question. Et avec le temps, la personne devient un peu plus... Ah, non, mais j'ai déjà fait ça, j'ai déjà vu. Donc, les temps aident aussi les gens à avoir un peu plus de... de mise en perspective, en tout cas. Ouais. Ou un peu plus, sentir un peu plus en sécurité. Donc, ça, c'est aussi un autre aspect. Un autre ingrédient dans l'histoire. Parce que on l'a déjà mentionné ici, puis quand je le dis, ça sonne comme si on faisait des erreurs médicales tout le temps, mais faire des erreurs médicales, littéralement, on peut en faire à chaque instant. Parce que si on pose des gestes, puis on fait des calculs de doses, puis à la limite, toi, c'est des images. Mais, c'est une science molle, la médecine, c'est pas... Mais il y a des erreurs qui sont la grande majorité, donc je dis erreur entre guillemets, parce que je ne veux pas avoir l'ordre sur le dos que je suis en train de voir que je fais des erreurs à chaque instant, mais des petites erreurs, on en fait toujours, puis la plupart n'ont pas d'impact. La grande majorité. Mais il y en a, souvent, elles n'ont pas d'impact pour le patient, mais elles en ont pour le clinicien. Donc, comment j'ai fait pour calculer la dose? Je peux pas croire que j'ai fait ça. Puis là, alors que moi, c'est comme, OK, bon, au moins, je l'ai recalculé une deuxième fois, puis le deuxième coup, je l'ai calculé comme il faut, puis j'ai donné la bonne dose finalement. Mais au départ, j'avais mal calculé. Des fois, c'est la technicienne, tu es sûr de cette dose-là? Ah, effectivement, c'est pas la bonne dose. Une chance que j'avais ma technicienne à côté de moi pour m'aider. Une chance qu'on les a tout le temps. À chaque instant. Puis d'ailleurs, on les remercie à toutes et tous, parce que c'était récemment encore la semaine des techniciens en santé animale. Mais moi, je pense qu'il y a ça aussi, ça vient dans la boule de l'expérience, le lâcher-prise, le recul, Mais tu as dit un truc qui était un peu... En fait, je me rends compte que c'est peut-être un mythe. Tu as parlé, tu sais, par exemple, en vieillissant, on fait moins de pratique, puis on fait peut-être un peu plus d'administration. Puis... Je parlais tantôt, quand je regarde, moi, la liste, mettons, de tous mes collègues de promo, puis, OK, il y en a tant qui s'en est dans les bovins, il y en a tant qui s'en est dans les équins, tant qui s'en est dans les petits animaux, puis quand tu regardes le portrait 20 ans plus tard, ben ça a évidemment complètement changé. Il y a une mobilité entre les domaines de pratique dans notre profession. Hein. C'est quelque chose... Nous, comme spécialistes, on en parle souvent, on veut que les gens puissent changer de domaine de pratique. Mais moi, un des constats intéressants là-dedans, bon, oui, il y a des domaines de pratique comme... Souvent, les équins sont à gauche où c'est le plus intense, puis les bovins sont à droite. Puis, intuitivement, tu dis oui, c'est une pratique solo, ils font des urgences,
c'est très exigeant. Puis de l'autre côté, ils sont souvent en très grands groupes, ils partagent les gardes, puis il y a une assurance santé dans les bovins. Les propriétaires de chevaux, propriétaires de bovins, c'est pas la même chose. Tu parles pas beaucoup d'argent, au moins dans les bovins, même si c'est une réalité économique. Ouais. Mais entre les deux, les domaines refuges, là, que nous, on se dit intuitivement, je suis tanné de la clientèle. Moi, j'ai une conjointe qui est généraliste, puis dans les animaux de compagnie. Dans les animaux de compagnie. Puis avec le temps, c'est ce qui est lourd. Puis ils se disent, bon, ben, je vais aller faire de la recherche ou je vais aller faire de l'administration, je vais aller faire de l'enseignement ou de la pharma. Mais quand tu regardes, c'est que les contraintes ne sont pas les mêmes, mais c'est pas plus rose dans ces autres domaines de pratique-là. Puis je pense que personne avait vu ça venir. En tout cas, ceux qui sont dans les domaines cliniques. Je pense à pharma. Souvent, les gens vont aller vers le pharma, pas en début de carrière. Ils vont pas penser à ça en début de carrière. Ils vont y penser parfois en avançant. Peut-être qu'il y a des contraintes aussi. C'est plus les mêmes. Les clients sont plus les gens qui ont des animaux, mais c'est rendu les médecins vétérinaires qui sont nos clients ou d'autres, en fait. Puis mais les contraintes sont encore là parce que c'est les contraintes, comme on disait, un travail, il y a des stresseurs qui viennent avec le travail, puis c'est pas qu'on peut pas être toujours heureux puis souriant, puis tout ça va pas toujours bien. Il ne faut pas déconsidérer aussi les contacts avec les animaux. Parce que en partant, un médecin vétérinaire, il a vraiment un amour envers les animaux. Quand ils ne sont pas capables d'établir ces contacts, par exemple parce qu'ils sont dans l'administration, ils travaillent pour le gouvernement ou travaillent de bureau. Donc, de perdre le contact, tu crois que ça peut être un impact négatif sur leur... Cette dimension-là, à mon avis, ça joue. Parce que les gens... Ce que les gens m'ont raconté, c'est que quand ça, c'est par le biais d'entrevues. Oui, donc des questions plus ouvertes. Ouais, les questions où les gens m'ont expliqué leur carrière, leur choix, qui ont parlé à propos de leur travail. Donc, ils vont me dire, oui, je me suis dirigé vers les médecins vétérinaires parce que j'aime les animaux et je ne voulais pas traiter les humains. Donc, ça, c'est déjà une erreur parce que les animaux ont Ils sont jamais seuls. Oui, il y a un maître. Avec un humain attaché. Oui, un humain attaché. Donc, si vous n'avez pas été formé pour développer des compétences pour interagir avec cet humain qui est en détresse, ça ne vous aide pas. Okay? Ça, c'est quelque chose ou dans le curriculum jadis, en tout cas, j'ai pas été étudiant en médecine vétérinaire récemment, mais on n'avait aucune donnée là-dessus sur l'approche avec le client. Oui, on avait des stages en clinique, mais sinon, la psychologie du client, on n'en avait pas vraiment de données. Puis maintenant, je pense qu'il y en a plus dans le curriculum. Ça s'est amélioré, mais ça reste quand même que... Puis ça, c'était une des éléments que moi, j'ai vraiment souligné en gros, c'est que je pense qu'on est très bien préparé, techniquement en tout cas. Je vais parler du programme de Saint-Hyacinthe parce que la majorité sont issus de ce programme-là. Et j'ai pas de doute de ça. Tout le monde est unanime à dire, techniquement, on est bien préparé, tout va bien. Mais il y a la question des clients, mais il y a aussi une autre question très importante, c'est que vous allez évoluer dans votre carrière, vous allez devenir propriétaire ou vous allez en avoir une clinique. Et là, vous devez gérer les gens qui travaillent pour vous, avec vous. Et ça, ce n'est pas facile. Et ça, si vous n'avez pas les compétences pour le faire, c'est extrêmement compliqué. Parce que glisser vers des problèmes, par exemple, au lieu de gérer les gens, harceler les gens, c'est très facile. Et pas parce que vous êtes un gros méchant pervers narcissique, non, c'est parce qu'il manque des compétences dans la gestion des ressources humaines. J'étais étonné de voir comment il y avait, mais d'une manière primaire, je pense même que mes étudiants en première année du bac peuvent faire ce genre d'erreur. Donc, ça donne comme conséquence envenimer les climats de travail. Donc là, c'est très difficile parce que les climats de travail n'est pas vraiment géré minimalement comme il faut. Mais c'est problématique encore aujourd'hui. Puis, je sais pas, il y a le site NOMV, Not One More Vet, que c'est une page Facebook qui a pris naissance après. Bon, il y a de nombreux suicides dans la population aux États-Unis aussi. Puis il y a une page qui s'appelle Not One More Vet, en voulant dire, on espère qu'il n'y en a pas un autre qui va aller jusque-là. Mais souvent, je lis certains des posts, puis il y a du harcèlement au travail. Il y en a aux États-Unis autant qu'ici, mais
c'est surprenant. Puis parfois, on lit, puis je me dis, ça doit pas être volontaire, mais on dirait presque que c'est volontaire. Il y a des climats toxiques, il y en a partout. Des fois, je me dis, j'espère que c'est pire aux États-Unis qu'ici, parce que quand je lis ce qui se passe sur cette page-là, c'est beaucoup des intervenants américains, mais je pense que ça peut arriver, ça arrive ici aussi, puis vous l'avez peut-être... Il y a sûrement un billet dans les entrevues que vous avez faites, je sais pas, je me dis toujours, est-ce que les gens qui ont fini par aller en entrevue avec vous, il y a un billet de sélection que soit... c'est les gens qui ont plus ressenti le besoin d'aller s'ouvrir pour parler de ça, ou c'était assez varié, puis il y avait les extrêmes, et la courbe était là aussi, la courbe en cloche? Non, j'ai pas eu des gens particulièrement avec des problèmes. OK. J'en avais des personnes qui parlaient à propos de leur travail, de leur vie quotidienne au travail. Donc, c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'il y avait ces problèmes. Parfois, les personnes n'étaient même pas au courant qui vivaient des situations qui ça n'avait pas d'allure. Comme par exemple, quelqu'un qui pose la question, est-ce que vous êtes enceinte? Ça, c'est une question interdite de faire par la Commission des droits de la personne, par les normes du travail. Donc, si vous posez cette question, vous êtes hors la loi et vous pouvez être discipliné. Vous pouvez payer des amendes pour ça. Le seul bémol à ça, c'est qu'on travaille dans un domaine où si la personne est enceinte, il faut le savoir parce qu'il y a des gaz anesthésiques puis tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est le seul bémol qui est peut-être pas vrai dans d'autres professions. Je sais pas dans quel contexte elle s'était fait demander ça, la personne ou les personnes. Non, ça, ce n'était pas du tout. La personne avait dit... Moi, je suis enceinte, j'essaye d'avoir des enfants, je suis en train de vous avertir parce qu'il va falloir peut-être rencontrer quelqu'un pour me remplacer. Donc, la personne n'a même pas besoin de le dire, elle n'a pas l'obligation de le faire. Elle a fait exactement parce qu'elle comprend la difficulté qu'il va avoir pour le remplacement. Et là, à partir de là, elle a dit que c'était infernal parce que les personnes venaient, les propriétaires venaient à tour de rôle, à chaque mois, poser la question si elle était enceinte. Ça rajoute un stress à quelqu'un qui essaie de fonder une famille. Puis ça, c'est... Minimalement, si on n'a pas le bon sens, je comprends que ça peut stresser les propriétaires, mais en faisant la gestion comme ça, il n'est pas en train d'aider ni à lui, ni à sa clinique, ni à la personne qui est en train de travailler, qui veut avoir un bébé. Donc, et la personne était même pas, elle savait même pas que c'était. J'ai dit, vous savez, vous pouvez y aller aux normes du travail, déposer une plainte. Et la personne était surprise. Donc, je pense aussi que dans la formation d'un médecin vétérinaire, il devrait avoir un peu plus à propos des droits que les personnes ont au travail, pour ne pas souffrir de formation. Oui. Vous devez connaître. Auprès à la fois des employés et des employeurs, je pense que ça va. Ça manque, ça manque beaucoup. Oui, mais il y a tellement d'aspects, je veux dire, toute la négociation de contrat, la réalité économique de la profession. Il y a plein de choses qui sont très superficiellement abordées pendant notre formation. Méconnues ou mal connues. Mais à un moment donné, c'est parce que ça va. Puis moi, j'ai hâte de voir ce qui va sortir de ça parce que. Tu sais, l'après-midi, c'était ça, la phrase, c'est « OK, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de solution. Maintenant, c'est à vous, voici le portrait de la situation, c'est à vous comme profession de réfléchir. » Mais tu sais... D'arriver avec des pistes de solutions. Oui, puis par rapport à la formation, à un moment donné, il va falloir se poser la question parce que le corpus technique ou scientifique grossit. Fait que là, c'est... Puis il y a peut-être des compétences hautes, transversales, je ne sais plus comment on les appelle, mais tu sais, tout ce qu'on vient de parler, qu'il faudrait intégrer. À un moment donné, est-ce que tu étires la sauce? Est-ce qu'on fait du tracking? Est-ce que, tu sais, comment qu'on gère ce besoin de formation-là de plus? J'ai hâte de voir ce que la faculté va... Est-ce qu'eux, ils vont partir de ça pour se questionner sur la suite des choses? Oui, parce que c'est mandaté par l'OMVQ au départ, mais c'est vrai qu'il y a une seule école vétérinaire au Québec. Puis à mon avis, tout le monde devrait y réfléchir. Oui. La faculté, l'association, l'ordre, tout le monde. Tous les individus. Parce que c'est tout le monde ensemble qui va être capable de changer cette réalité. C'est intéressant parce que l'après-midi, c'est moi qui ai proposé comme ça, parce que
c'est très différent, les modèles experts médicaux qui va dire « Vous avez un bobo, voici ce que vous devez prendre comme médicament pour régler votre problème. » Moi, je ne pense absolument pas comme ça. Moi, je pense que c'est un modèle plutôt social où il y a des barrières qui empêchent l'individu de fonctionner. Donc, j'ai identifié plusieurs barrières. Mais est-ce que je peux vous proposer, vous dire, vous devez faire telle chose? Non. Parce que je pense, et je crois, et je l'ai déjà vu dans d'autres groupes, que la solution est dans la tête de la personne qui fait le travail. Donc, j'ai proposé à cette journée comme ça à l'ordre, de dire, on va le demander, que feriez-vous pour régler ces problèmes? Donc, ils ont été séparés par sujet et les gens ont travaillé pour dire, bon, dans mon cas, je ferais telle chose. Après, ils ont mis ça en groupe. Et à partir de ces propositions, moi, je vais analyser tout ça et je vais dire, regarde, quelles sont les propositions que les médecins vétérinaires ont proposées pour régler leurs problèmes. Donc, bien sûr, parfois, on peut proposer des choses qui ne sont pas possible. Oui. Mais vous avez vu certaines de ces informations-là ou pas encore? Non, pas encore. Okay. Non, parce que cette semaine, c'était... Oui, on est tout juste après le... Éric, tu avais une question? Non, mais en fait... Oui, c'est parce que je regarde l'heure et je me rends compte qu'on n'a pas ouvert notre petite bière qu'on ouvre d'habitude en début d'épisode. Puis j'écoute Angelo parler, puis je sais pas, je pensais que tu voulais le garder pour la petite morale de la fin. On va commencer à la savourer quand même, parce que la bière, j'ai choisi la bière qui s'appelle La Petite Morale, parce que c'est sûr qu'Angelo, tu es en train de nous préparer ça, il va avoir une morale à cette histoire-là. Non, parce que, je veux dire, je sais que c'est un sujet plus sérieux aujourd'hui. Merci, Dan. Puis, nous, on a cette habitude-là, on espère lever un verre à la santé de la profession. De nos collègues vétérinaires et techniciennes. Et on espère qu'ils le font, que ce soit de l'eau, du cidre, de la bière, du vin, ou, je sais pas, du jus de pommes fraîchement pressé. On presse des pommes ou on les écrase, en tout cas. Je suis pas sûr qu'il y a une grande différence entre les deux, là. Puis aussi, je voulais dire que, parce que vous avez peut-être vu ce qu'il y a dans le décor. Oui, mais ça c'est très important parce que ça va nous permettre d'avoir une 3e saison. Oui, donc je voulais juste, on l'a probablement dit en intro déjà, Éric, j'imagine, non, mais, parce qu'on n'a pas ça d'habitude, mais il y a Purina qu'on veut, Purina Veterinary Diets qu'on veut remercier. Et puis Éric, on va faire d'ailleurs une petite dégustation, toi et moi, parce que je ne voudrais pas forcer notre invité à vivre ça, mais on va faire donne-moi la canette, s'il te plaît, Dan. On va faire, puis le sac aussi qui est là. On va faire juste, c'est une interlude d'1 minute, mais non, l'autre. Pas que je ne veux pas manger les gâteaux. On va faire une petite dégustation. Alors, voici, la caméra est où en ce moment? C'est celle-là. Mais si tu me montres celle-là, c'est la petite morale qui est... Avec un chat, en plus. Oui, avec un chat. C'était volontaire. Qui, à mon avis, la perruche à collier qui est sur le... Oui, ben ça ressemble pas à une perruche à collier. Non, mais c'est pas grave. Donc, c'est une bière de Dieu du ciel qui est sur rue Laurier à Montréal, mais qui s'est brassée à Saint-Jérôme. Je pense qu'ils ont des établissements à Saint-Jérôme. Puis on va faire une petite dégustation. Éric, si tu le veux bien, bière et gâterie. Est-ce que je peux quand même goûter... Tu peux goûter à la bière avant de prendre la gâterie, mais c'est les gâteries de Purina, les bouchées santé digestibles. Alors, moi, je suis content d'essayer ça. Éric, je te passe le sac. Je sais pas de quelle façon tu vas me le passer, mais tu veux pas juste me lancer une... Non. OK. Non. Oups. C'est sucré, hein? Ça a un petit goût sucré. Puis c'est une... Merci, juste pour c'est une IPA. Là, fait qu'on fait bière et croquettes, c'est bière ça? Et croquettes. Je sais que c'est un sujet qui est trop sérieux pour faire ce genre d'interlude, mais je regardais la canette qui réchauffait et qui perlait de sueur, qui réchauffait avec la pièce, et les bouchées qui nous attendaient. Alors, Éric... J'ai regardé les chatons. Oui, le chaton est joli sur la canette. Mais santé à la... J'aimerais ça que, en fait, je dirais santé à la profession et à tous nos collègues. Puis merci à Purina encore. Santé à vous. Santé, merci d'être venu sur le... Alors moi, je ne sais pas si tu veux montrer ça en HD, là, mais je vais... Oui, moi, je vais goûter à la bière en premier. Oui, goûte à la bière en premier parce que ça risque d'interférer. Le petit côté très fumé. Une belle amertume, mais pas trop, hein. Tu sais, le houblon bien présent. Ça pétille, la petite acidité aussi. Éric, je te laisse faire le reste de la description parce que notre vocabulaire continue d'être assez court. Puis on a une petite croquette qui a un petit goût sucré. Oui, ça goûte comme le blanc de pamplemousse.
Ça? Non. La bière? Oui, du côté agrumes et d'amertume. Ça c'est... Moi, j'avoue que comme renforcement positif, c'est très bon, par exemple. Pour vrai, là, Eric, ça fait combien de temps que tu n'avais pas mangé de croquettes de chien? Ben, depuis mon initiation, je dirais. Ce qui n'existe plus, là. Non, c'est un mythe. Mais, alors, on remercie encore une fois Purina pour nous supporter dans tous les sens du terme, parce que c'est un anglicisme, mais... et puis, donc, pour aider à la... C'est plus sucré que je l'aurais anticipé. Je te l'avais dit que c'était sucré. Et on continue, vas-y, avec ta question. Je sais que tu étais rendu... maintenant, fini d'égurgiter ta croquette. Attends, je vais prendre une gorgée pour... Je suis désolé, le timing était... bizarre. Étrange, mais je regardais le temps filer, puis... En fait, on n'a pas... J'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé et qu'on parle très peu, en général, au Québec. C'est le déficit démographique. On a une pyramide des âges qui est inversée, donc on va avoir de moins en moins de gens disponibles pour dispenser les services. Puis on l'a constaté avec la pandémie. La pandémie, aussi les baby-boomers qui s'en vont à la retraite et qui ont des moyens financiers. C'est une des générations qui a le plus de patrimoine accumulé. Et donc, ils se retrouvent à la retraite avec du temps, ils ont des animaux, ils sont prêts à dépenser pour des soins vétérinaires, ils sont exigeants. C'est des gens qui ont eu des carrières, ils ont développé le Québec. Donc, ça, à un moment donné, là, on aura beau changer nos organisations, c'est vrai en éducation, c'est vrai en santé, c'est vrai en médecine vétérinaire. Il y a de moins en moins de monde pour dispenser les services. Fait qu'il va falloir faire des choix, là. Oui, mais vous savez, je lisais un article juste hier, là, parce que j'étais en train de choisir des articles pour mes étudiants. Et quelque chose que j'ai dit depuis très longtemps, la pandémie a vraiment mis une lentille qui augmente la réalité, il nous fait sauter les problèmes en pleine face. Et la pénurie de la main-d'œuvre, le manque de main-d'œuvre, elle est fabriquée par les conditions de travail, des mauvaises conditions de travail, des mauvaises organisations du travail. Et si les employeurs en avaient fait soigner les contextes, la façon de gérer leur monde, ils n'ont pas les problèmes. Et ceux qui l'ont fait, parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait, qui ont innové, qui font la gestion d'une autre manière, qui ont éliminé les hiérarchies, qui donnent plus d'autonomie pour les gens, les gens sont capables de gérer leur propre temps, les temps de loisirs, les temps des pauses, tout ça. Donc, on voit que ces employeurs n'ont pas de problème de pénurie de main-d'œuvre. Au contraire, ils ont une grande quantité de gens qui envoient des CV pour travailler chez eux. Donc, et ça a un impact parce qu'il y a un coût économique, par exemple, pour faire la sélection, recruter les gens, les taux de roulement de personnes, l'absentéisme, tout ça, il y a un coût important pour l'organisation. Mais si je donne des conditions où les personnes peuvent s'épanouir, les gens peuvent faire le travail, en éliminant toutes ces barrières qu'on a identifiées dans l'enquête, les gens ne veulent pas partir. Parfois, les gens même ont des offres en disant « vous allez gagner plus » et les gens disent « non, moi je veux rester ici parce que j'aime les gens avec qui je suis en train de travailler, j'aime les conditions que j'ai ici à travailler et je ne suis pas sûr. » le salaire qui va... Non. Parce que j'ai vu une entrevue d'ailleurs que tu as donnée en 2021 où tu te faisais poser la question « est-ce que les employés ont le gros bout du bâton? » Puis je sais que juste en regardant ton visage alors que la question était posée, c'est le temps de renégocier le salaire, ta réponse avait été « je pense que parler du travail juste en termes d'argent, c'est une mauvaise façon de le voir parce qu'il faut peut-être renégocier les conditions de travail, l'organisation du travail, les possibilités d'avoir une plus grande reconnaissance, etc. Et non pas que le salaire. » Puis je voyais que ça t'agaçait quand on parlait que de salaire. Puis d'ailleurs, quand les sondages sont à propos de qu'est-ce qui fait que tu penses que ton plaisir d'aller au travail serait augmenté, c'est pas le salaire, c'est les conditions, et même les questions, les salaires, dans les questions qu'on disait, quelles sont les raisons pour quitter la profession, les salaires viennent beaucoup plus après les sous-charges de travail. J'ai noté les 4 premières, là, charge de travail, épuisement professionnel, plus de temps que la famille, puis pratique de gestion de l'employeur, puis le salaire était beaucoup plus loin. Mais, je reviens par exemple à la pratique équine.
je veux dire, les animaux sont malades 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Puis il n'y a pas assez de monde. Puis il n'y a pas assez de monde. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais il y a clairement des domaines de travail où c'est plus facile probablement de mettre du télétravail, d'assouplir justement, de donner de l'autonomie, tout ça. Mais quand tu es déjà un entrepreneur solo puis tu t'occupes d'une population malade, il y a de la limite à ce que tu peux faire comme aménagement de ton organisation de travail. C'est très intéressant parce que vous voyez, vous êtes en train de comparer l'équin qui vraiment apparaît dans plusieurs variables là, comme étant mauvais avec les animaux de la ferme, donc les bovins, les vaches. Donc, pourquoi? Donc là, j'ai échangé avec les médecins vétérinaires. Ils m'ont expliqué, par exemple, que vous en avez des gens, pour les animaux de la ferme, vous avez un contact beaucoup plus régulier et avec la clientèle. Oui. Qui est on va on va chez ce producteur-là, puis on voit plusieurs animaux. Ils connaissent la famille. On a eu un épisode là-dessus où notre avec invité, Vincent, qui est un ami de longue date, expliquait comment il est proche même de ces propriétaires-là, connaît la famille, il les voit grandir et tout. Et là, cela, il ajoute un ingrédient hyper important, c'est la confiance qui va être bâtie entre la personne, les travailleurs et les clients, et la clientèle. Donc, je sais que je vais rentrer dans ces clients et ça va être super le fun, ils vont être super agréables, il va avoir du café, il va avoir ci, ça. Donc, tandis que quand vous êtes dans un autre milieu où, par exemple, les clients ont un roulement un à la fois. Vous ne pouvez pas non plus voir quelles sont les conséquences du traitement que j'ai donné à cet animal. Parce que probablement, je ne vais pas le voir une autre fois. Ils vont peut-être aller ailleurs. Donc, quand j'ai cette relation plus proche, je vois même qu'est-ce que j'ai fait, l'impact qu'il y a eu pour améliorer les conditions de vie de cet animal-là. Donc, la santé, je peux faire des choses plus préventives. Il y a plusieurs qui m'ont parlé de tout cet engagement qu'ils ont, qui c'est moins possible dans d'autres. Bon, s'il y en a avec les équins, il y a aussi une question physique, mais il y a physique aussi avec les vaches. Donc, tu as besoin c'est un travail physiquement important. Ouais. Mais pourquoi que les gens ne vont pas travailler avec les équins? Donc, est-ce que c'est la clientèle humaine? Est-ce que c'est les conditions de travail? Est-ce que ça ne peut pas juste être les physiques, les travails physiques, mais peut-être aussi une mauvaise réputation, un travail difficile. Donc, les gens vont se diriger moins vers les animaux équins. Donc, il faut essayer de voir, parce que les gens que j'ai rencontrés avec les équins, ils sont passionnés par les équins. Autant que les gens que j'ai rencontrés sont passionnés par les vaches et par les animaux de la ferme. Ils vont même dire, écoute, finalement, on est là et on voit aussi tous les autres animaux, les chiens, les chats, tout ce ils vont avoir un contact, à mon avis, plus chaleureux dans la plupart du temps, peuvent en avoir des problèmes. Des clients difficiles peuvent exister d'une manière aléatoire un peu partout. Mais je pense qu'il faut voir et peut-être promouvoir en disant, écoute, mais ça, dans ces milieux, dans ce type de pratiques, il y a aussi des choses qui sont super le fun. Et je suis certain que les gens que j'ai rencontrés qui me parlaient des équins seront des ambassadeurs, ambassadrices très importantes pour en parler de cette... donc, c'est pas juste un côté négatif. Je ne veux pas nous lancer des fleurs, mais c'est un peu l'objectif de ce podcast-là aussi, c'est-à-dire de présenter justement toutes les facettes de la profession sous un angle. Parce que ce qui est sorti de ça, c'est qu'on est tous des passionnés, en fait, malgré les déficits ou les difficultés organisationnelles du travail. Mais puis c'est ce que nous, on essaye de mettre en lumière aussi, de voir comment c'est une profession qui est variée. Diversifiée. Puis tu peux modeler à tes intérêts et à comment toi, tu as le goût de faire cette pratique-là. Mais par contre, il y a une affaire qui a été mentionnée qui, moi, je pense qu'il est important. Il y a un volet clientèle là-dedans.
on parlait de la peur des poursuites, tous ces éléments-là. Puis un des deuxième élément que j'ai noté qu'on se dit entre nous puis qui est ressorti, c'est il y a un problème de valorisation de la profession. Donc, il y a un problème peut-être dans la profession de présenter certains domaines de pratique qui sont peut-être moins intuitifs. Hein. Beaucoup de gens rentrent en médecine vétérinaire en disant « je vais soigner des chiens ou des chats ou s'ils viennent d'un milieu plus rural, je vais soigner des vaches ». Mais il y a tellement d'autres facettes. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des attentes de la clientèle puis de comment les gens vont, comme société, là, si on veut avoir des médecins vétérinaires qui inspectent nos pièces de viande jusqu'à s'occuper de la réglementation, là, tout ce spectre-là, il va peut-être falloir changer un peu le mindset, comme on dit à Westmount. Parce que je pense que dans le harcèlement psychologique, pour enlever l'anonymat sur une de mes réponses. Parce que est-ce que t'es hépato encéphalopathe ou... J'ai une mouche qui arrête pas de tourner autour de ma face. Depuis tantôt, j'essaie de l'attraper, mais je suis pas aussi bon que M. Miyagi. Là. Ouais, c'est ça. Mais pour enlever l'anonymat sur ma réponse, j'avais répondu, je pense que pour moi, le harcèlement psychologique venait plus des clients que des confrères ou des... parce qu'il y en a, puis je l'ai vu ça aussi sur le site, la page Facebook, des fois c'est le harcèlement psychologique. Le vétérinaire se fait harceler psychologiquement par un ou une technicienne. Donc, pas nécessairement, c'est pas hiérarchique, ça vient d'en haut toujours. Puis quand ça vient du client, ben il n'y a pas de hiérarchie, c'est la personne que tu es supposé servir. Puis moi, je l'ai vu souvent, j'ai vu beaucoup de vétérinaires qui n'ont pas craqué, mais ce client-là, c'est lourd, puis il y a des propriétaires. Moi, en vieillissant, puis là, c'est l'expérience, puis bon, je pourrais dire, je suis un homme, je suis capable de lever le ton des fois, puis dire là, c'est inacceptable ce que vous faites. Puis il y a des clients où vraiment dire oui, ça? j'ai déjà... Non, dans le sens où je déteste ça parce que ça sonne... C'est de l'antisexisme d'une certaine façon. Il y a des fois où j'ai vu des vétérinaires femmes que le client, c'est un homme de 6 pieds 2, très grand, qui leur gueule après avec sa grosse voix dans la salle. Moi, je regarde par l'œil, puis je suis rentré dans la salle. Je dis, tu peux sortir, je vais parler à monsieur. Puis là, je me dis, je sais pas si je suis en train de faire du paternalisme. Non, vous avez fait correctement. Où je suis allé, parce que lui est en train d'utiliser sa grandeur physique puis sa grosse voix pour intimider. Pour intimider. Puis là, je dis, tu sors. Je dis, je connais pas du tout l'histoire de votre chien, mais ce que je sais, c'est que derrière, on vous entend engueuler une femme. Ça paraît pas bien aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Vous allez m'expliquer la situation. Il m'explique la situation. Son ton de voix baisse quand je lui parle. Puis après ça, je m'en vais voir la vétérinaire qui pleure derrière, puis je lui dis, toi, t'as rien fait de mal, c'est lui qui est dans l'erreur, il veut te reparler. Puis elle veut pas retourner, puis finalement, il s'excuse, tout ça. Puis j'ai vécu ça, puis je me dis, ben, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Mais je pouvais pas laisser ça escalader. Puis là, je me suis servi de ma grosse voix ou de ma stature, puis je veux dire... Non, vous avez bien fait, là. Ouais, ben, c'est parce que on va être plus abusif verbalement, plus agressif envers une femme qu'envers un homme. Donc ça, c'est une question vraiment d'une division sexuelle de la violence. Les femmes sont plus exposées à ces traitements d'hostilité, surtout quand ça vient d'un homme, parce que, bon, c'est une femme, il a tous les stéréotypes qu'on peut en avoir. Donc, vous en avez bien fait. On ne doit jamais se taire ou fermer les yeux devant une situation de violence. Et on rentre et on intervient et on enlève la personne de cette situation-là parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune possibilité d'explication que quelqu'un soit violent ou abusif envers une travailleuse ou entre les personnes. Donc, c'est pas acceptable. Donc, il faut absolument intervenir. Pour les harcèlements, peut-être que c'est aussi une erreur de penser que c'est juste les supérieurs hiérarchiques qui va que ça va de harceler. haut en bas. Ouais. Non, il est vertical d'en haut, du supérieur vers les employés, mais ils peuvent être aussi d'en bas vers les hauts, ascendants. Bien sûr, c'est beaucoup moins présent parce que c'est une question aussi des rapports de pouvoir. Et les rapports de pouvoir les plus présents, c'est d'en haut vers les bas, donc descendant. Mais ça peut aussi être horizontal entre les collègues. Et ça peut être avec des clients, des fournisseurs. Il y a dans toute interaction que nous avons au travail, malheureusement, ils peuvent en avoir du harcèlement. À la fois du harcèlement psychologique, à la fois les harcèlements sexuels ou sexistes,
à la fois de harcèlement discriminatoire. Donc aujourd'hui, dans la loi, toutes ces formes de harcèlement sont interdites. Donc si vous n'avez pas à souffrir en silence. Vous devez porter plainte. Donc, il faut que ça cesse. Si l'employeur est responsable de faire cesser les harcèlements quand il est au courant. C'est dans les nouvelles, dans d'autres sphères du monde en général, là, mais on pense à Hockey Canada, qui a eu la crise récemment, puis tout ça, où est-ce que, puis c'est plus que du harcèlement, là, mais où finalement... C'est des agressions. Oui, c'est des agressions littéralement, mais les gens vont essayer de cacher ça pour trouver des raisons. Mais Éric, je regarde le temps filer. Moi, vas-y. Ouais, moi, il y avait l'analogie du verre de cristal qui m'a vraiment frappé parce que c'est quelque chose que je trouve que ça l'illustre bien. J'aimerais ça peut-être, si vous voulez la faire pour nos auditeurs. C'est que dans une de ses conférences, Freud a fait comparer l'être humain avec le cristal. Et là, il va dire, si on voit les verres du cristal, ils ont tous les mêmes dessins, la même forme, ils ont la même fonction, c'est pour boire du vin, de l'eau. Mais si vous prenez un microscope très puissant et que vous regardez ces verres de cristal, on va se rendre compte qu'il est unique. Il a des tensions, il a des petites impuretés. Donc, il va avoir une structure qui est unique à lui. C'est-à-dire que si on laisse tomber par accident, les verres de cristal ne vont jamais se casser pareil. Donc, les morceaux vont être différents. Mais aujourd'hui, malheureusement, les demandes, les exigences du contexte, les conditions que nous avons au travail, les méthodes de gestion, ça demande trop de cette verre de cristal. Ce serait comme si on ait les verres au bout de la main et qu'on frappe avec toute force dans les coins de la table. Donc, peu importe les verres de cristal que je vais en avoir, je vais rester jusqu'avec un petit bout que je suis en train de tenir. Tandis que je peux regarder les petits morceaux qui sont par terre, qui sont tous différents, mais ils sont tous cassés. Donc, la question, c'est, il ne faut pas laisser casser, il faut éliminer ces barrières pour que les verres de cristal soient là, qu'ils soient productifs, qu'ils aient ces fonctions. Donc, c'est cette c'est peut-être ça la morale la petite morale, c'est que c'est pas une question de le verre est pas assez solide, c'est peut-être qu'il faut éliminer les... D'abord, il faut arrêter de le frapper contre la table. Oui, parce que tasser la table ou essayer de faire le geste. Il y a ça, moi c'était ça. Puis le deuxième constat aussi, c'est que nos fragilités sont pas les mêmes. Non, on ne cassera pas de la même façon. Puis nous sommes tous fragiles. Ça, c'est un point. Nous sommes tous fragiles. Il y en a qui le cachent mieux que d'autres, mais ils sont tout le temps fragiles. Ouais. Puis c'est pour ça que je trouve que ça résumait bien, puis de dire après ça, dans tes relations de travail, tu vois les autres différemment en disant, OK, on a tous des fragilités qui sont pas les mêmes, on est tous fragiles. Il faut arrêter de frapper dessus, tu sais, c'est ça le... Ouais. Je pense. Parfois, les gens vont faire des commentaires, vont faire des blagues, parfois, ça peut sembler anodin, mais c'est du harcèlement. Et c'est comme si on prend notre doigt et on met dans les bobos avec très de force. Bien sûr, on ne pouvait pas savoir ça, mais c'est-à-dire que les gestes que j'ai posés n'est pas un bon geste et qu'il fallait réfléchir. Mais c'est un apprentissage. Je plaide coupable. Je suis assez vieux pour avoir probablement fait du harcèlement. Moi aussi. De plusieurs sortes différentes en plus. Genre harceler un radiologiste pour faire un cas de plus. Non, j'harcèle... Non. Le radiologiste que j'harcèle le plus, c'est dans le cadre du podcast que je co-anime. mais je plaide coupable dans le sens où je pense qu'on évolue aussi, puis après ça, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose dans le passé qu'on est obligé de le refaire, puis on peut se conscientiser, puis réaliser les erreurs ou les erreurs qu'on a faites ou qu'on pourrait faire, les faux pas, qui sont faciles à faire. Hein. On apprend. Et ça, c'est important parce que une manière de prévenir le harcèlement, c'est d'informer les gens. Regarde, c'est ça le harcèlement. Okay? Et là, les gens vont dire, oups, mais j'avais pas... Parce qu'intention ou pas intention, on peut harceler quelqu'un. Ce n'est pas une question d'intention. Donc, c'est là que la personne va dire, mais mon Dieu, je pense... Et si la personne n'est pas un grand pervers narcissique, il va repenser, il va dire, je ne ferai pas ça parce que je sais qu'il y a des conséquences qui peuvent être extrêmement... Ça peut aller jusqu'au suicide. Donc, ce n'est pas anodin. Il y a des conséquences importantes. Je pense, si ma mémoire est bonne, il y en avait environ 30% des personnes qui avaient été harcelées occasionnellement ou
grave, donc sévère. Donc, il faut vraiment y penser, ne pas se... Mais pour même tout le reste, la question de reconnaissance, la surcharge de travail, dans le fond, je pense qu'une des choses qu'on devrait, de tout cet exercice-là, c'est au moins de se dire, comme équipe vétérinaire, j'inclus les gestionnaires, les techniciens, prendre soin les uns des autres, déjà commencer par ça, faire attention à nos interactions. Ça, déjà, ça sera un premier pas qui ne réglera pas tout, hein, mais... Ouais, il faut y penser à la question de la charge de travail qui est extrêmement importante, qui est à la base de plusieurs des problèmes. Il y a aussi des questions de la cohésion du groupe. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler et coopérer ensemble d'une manière plus... parce fluide, que ces soutiens, ces soutiens, il est très important aussi comme amortisseur de problèmes de santé mentale. Donc, et à mon avis, il y a plusieurs pistes de solutions et chaque environnement, chaque contexte va trouver ses moyens d'arriver là, dont l'importance que tout le monde a fait cet exercice en après-midi. Je vais mettre dans les rapports où les gens vont pouvoir mais ça, je pense que ça les pistes de solutions. Oui. Parce qu'il n'y a pas juste une solution. Il n'y a pas juste une manière de régler les choses. Il y a autant de personnes, il y a autant de solutions possibles. Donc, il faut voir comment on peut peut-être adapter même ces solutions dans mon milieu de travail. Ben merci beaucoup. En tout cas, c'est un sujet un peu plus sérieux, dense, mais sérieux. Je t'écoute en bout de ligne. Moi, ce que je comprends, c'est que la médecine vétérinaire demeure la profession la plus intéressante au monde. Mais l'univers, je sais pas trop. Mais que, en fait, qu'il faut travailler sur ça, sur améliorer les conditions de travail. Il faut en parler, en fait. En parler, reconnaître. Amorcer ce travail et cette réflexion-là. Et pour moi aussi, c'est passionnant. Oui. Plus je lis, plus je vois les gens, je trouve une profession extrêmement riche, complexe. Donc, ça me demande beaucoup aussi de réflexion pour voir et comprendre. C'est vraiment plusieurs professions dans une profession. C'est extrêmement intéressant. Et je trouve que c'est dommage qu'on puisse traiter les gens de cette manière, que les contextes soient si défavorables, ne permettant pas les gens de s'épanouir comme il faut et comme ils sont capables de le faire. Donc, c'est... Angelo, un grand merci. Eric, obrigado. Oui. Merci, de nada. Merci, mon petit coq flamboyant. Mon petit âne à moi. Eh bien, on remercie aussi Purina, évidemment, pour le support pour cet épisode. Puis, on salue tous nos auditeurs et auditrices. Et prenez soin de vous. Oui. Puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Excellent. À bientôt, tout le monde. Bon, Hakuna Matata, il n'y a pas de problème. Tiens donc ça. OK, collez-vous un petit peu. Ça ne vous dérange pas, non, bien sûr. C'est bon. Merci, messieurs. Merci. Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui.